Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans des studios, je reçois Aurélien Milot. Bonjour. Bonjour à toi. Bonjour, bonjour Didier. Voilà, alors pour vous découvrir Aurélien Milot, avec lequel on a fait déjà un pré-entretien, on va dire déjà par Skype avant pour préparer cette interview. Et je vous ai préparé en fait un petit montage, un petit best-of des clés en fait pour faire connaissance avec lui. Alors ne partez pas tout de suite, on va d'abord faire connaissance avec la philosophie d'Aurélien Milot, qui a une philosophie particulière et qui me plaît particulièrement. C'est parti. Si tu veux, sans prétention aucune, c'est un projet collectif et c'est un projet qui résonne en moi depuis quasiment 40 ans. C'est pas un aboutissement parce qu'il n'y a pas de frontières en fait. Donc c'est un centre énergétique très très fort et ça correspond entre guillemets à la métaphore du paradis qui est dans le cœur ou dans chaque individu en gros. C'est ni céleste ni terrestre, c'est l'aspiration à l'harmonie tout simplement. Donc c'est une métaphore là-dessus. Shambhala n'est pas un centre physique entre guillemets, le centre c'est la personne qui se redécouvre, c'est la maïotique en fait, c'est l'art de faire accoucher l'autre de lui-même. On essaie de donner un maximum de clés, enfin d'angles pour que les gens polissent entre guillemets leurs clés et fassent en sorte qu'ils polissent leur pierre philosophale et puissent l'apporter à l'édifice, qui est déjà le premier pas de l'édifice, c'est eux-mêmes, à savoir l'introspection et notamment comme en alchimie, pas la destruction nécessairement de l'ego, mais tout au moins l'ouverture de l'ego, son nettoyage et ensuite sa transmutation pour aspirer à l'harmonie collective et puis voir au-delà. Et au-delà, ça signifie aussi un très bon alignement entre le matériel et puis aussi le spirituel, mais aussi scientifique, aussi artistique. Si tu veux, l'idée, c'est vraiment de montrer une dimension holistique, à savoir que tout est dans tout, de donner différentes clés, différents, on va dire, angles de vue et aussi différents sentiers pour que les gens en fait trouvent leur propre voie et la dessinent par ailleurs et en fait trouvent tout simplement l'harmonie et ensuite ils l'activent et qu'ils rayonnent et qu'ils augmentent un petit peu les fréquences. Le financement et une grande partie retourne à un orphelinat qui est symbolique parce que c'est nos générations futures. En fait, c'est vraiment de faire comme le principe du confucianisme, à savoir au lieu de donner un poisson à un homme qui a faim, apprends-lui à pêcher. Aurélien, on voit que voilà, tu n'as pas ta langue dans ta poche, hein, t'es franco, il y a quelque chose d'entier chez toi lorsque tu parles de ta vision, hein, de comment tu vois le monde, comment tu le perçois. On sent quand même une recherche, on parle de pierre philosophale, de polir les choses, de transmission. Ta spécificité à toi, c'est que à chacun son métier, comme ça les vaches seront bien gardées, c'est que tu ne fais pas tout toi tout seul. Il y a toute une team avec des spécialisations lors des retraites que tu proposes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est constituée cette équipe justement? Oui, en fait, je pense que ça s'est fait naturellement, tout simplement. Déjà parce que je pense que les gens qui émettent une certaine fréquence, un peu comme des aimants, attirent naturellement les choses et les gens. Donc, en fait, ça s'est fait très simplement, c'est-à-dire que ça a été des rencontres où des gens se sont penchés sur Shambhala, sur ce projet notamment, et il y a une espèce de, d'échange, pas de bons procédés, mais de compétences. Un petit peu comme s'organise dans un village, dans une communauté, celui qui est plus apte à faire... je sais pas, qui est plus grand et qui va aller faire la cueillette, celle qui a les mains un peu plus fines et qui va s'occuper de la couture et autres. Voilà, c'est une espèce de capacité que chacun avait. Donc tous sont thérapeutes à la base. Donc c'est des gens qui sont animés en fait de compétences, d'habilités et surtout de passion pour ce qu'ils font et notamment dans la transmission et le fait d'être utile. Et c'est ça qui m'a véritablement touché parce que on trouvait des thérapeutes de Qigong, de trouver du Kundalini Yoga, etc., de sonothérapie. Bon, je pouvais en trouver d'autres, mais vraiment le fait de trouver ces personnes-là qui avaient une histoire à raconter, qui avaient un vécu et qui s'inséraient pleinement dans ce puzzle qui était en train de naître, avec des identités totalement différentes, des origines diverses. Voilà, ça a créé une espèce d'émulation très intéressante, très touchante, et avec un petit peu la volonté de créer quelque chose ensemble, en fait. Ça a été une sorte, si je puis dire, d'aventure et d'alchimie humaine.
Alchimie humaine, moi je retiens bien le mot, mais c'est surtout en fait, et ce qui est important dans ce que tu viens de dire, c'est que effectivement tu aurais pu choisir d'autres thérapeutes parce que voilà, il y a en qigong, en yoga, il y en a beaucoup, et du coup tu as spécifiquement choisi ces personnes-là, donc chaque personne dans ton équipe n'est pas là par hasard, hein. On retient bien la rencontre. Mais j'aimerais préciser quelque chose qu'on a dit hors caméra, on va dire, c'est que si tu as été en mesure de les choisir, de les recruter d'une certaine façon, c'est une rencontre humaine, il y a aussi que toutes ces disciplines, tu les appliques aussi. Toi seul, je parle. Voilà, en fait, c'est pas, disons que ce programme, d'une manière globale, dans son entièreté, a été établi par mes soins, et c'est un travail de plus de 20 ans, voire même 40 ans, si je puis dire. Et en fait, oui, je suis moi-même, alors j'enseigne certaines de ces disciplines et je les pratique dans son ensemble. Ce qui m'a permis notamment de voir un peu la résonance qu'il y avait entre elles, et notamment dans la manière d'enseigner. J'enseigne la méditation, j'ai eu beaucoup de profs pour lesquels certains sont très bons dans ce qu'ils font, mais après la capacité de transmettre, c'est une autre histoire. Et voilà, donc ce qui m'a permis aussi de les sélectionner, c'est pas vraiment le bon terme, de faire en sorte que ça fonctionne en quelque sorte. C'était ça, c'était de voir leur capacité à transmettre quelque chose qui soit simplifié, qui soit clair dans leur discours, et que ce puisse parler aux gens tout simplement par différents leviers, parce que dans la communication c'est ça, il faut reformuler, il faut avoir différents angles, différentes perspectives, différentes voix, voilà. Et c'est notamment ce qu'on propose à travers ces différentes activités, il y en a plus d'une vingtaine, pour que ça donne un aperçu aux gens. Et certaines sont intéressantes pour certaines personnes, d'autres moins, etc. Et à l'issue de ça, ils auront une vision d'ensemble et de poursuivre ce qu'ils auront apprécié ou pas, en fait, tout simplement. Ce qui aura une plus grande, on va dire, résonance en eux, tout simplement, et certains se lanceront plus dans telle ou telle activité, tout simplement. Oui, selon leurs affinités avec une discipline plutôt qu'une autre, mais ils auront un panel à la base pour faire un choix en conscience, en tout cas. Exactement, c'est exactement le principe, et c'est notamment pour cela que la plupart de nos cours, alors donc il y en a une vingtaine, comme j'ai dit, et ils sont donnés 2 fois. Pourquoi ? Pour que la première ce soit une sorte de découverte, et une deuxième que ce soit, pas une maîtrise évidemment, mais une espèce d'aboutissement pour voir si ça leur correspond ou pas. Voilà. D'accord. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va découvrir, si tu veux bien, Aurélien, le site de Shimbali, c'est ça ? J'ai bien prononcé. Voilà, c'est ça. Voilà. On le découvre là actuellement sur l'écran. Alors, je déroule. Merveilleux site, en tout cas, avec de très très belles images qui font déjà rêver. On précise que ça se passe donc où géographiquement, hein, on peut parler pour illustrer les images. Alors, ça se passe où ? À Bali ? Ça se passe à Bali, en effet. Alors, dans un premier temps, parce qu'on a vocation aussi à en ouvrir d'autres, mais dans un premier temps, donc c'est à Bali, et dans une ville très forte énergétiquement qui s'appelle Ubud et qui signifie en langue locale médecine. Donc c'est dans une optique médicale entre guillemets d'un triptyque, à savoir le corps, l'esprit et l'âme. C'est un triptyque. Autour de ça, on essaie de soigner les gens à travers, alors ça ne veut pas dire qu'on prend des gens qui sont nécessairement malades, hein, mais c'est vraiment une approche holistique pour faire en sorte d'aider les gens à ces 3 niveaux, à savoir, encore une fois, ce triptyque, et toutes nos activités seront toujours cadrées en fonction de ça, à savoir l'harmonie et la bonne balance du corps, de l'esprit et de l'âme. Voilà. Ils sont constitutifs de notre vie, on peut pas faire autrement, et c'est vrai que c'est prendre l'entièreté de l'être, hein, s'il faut le préciser. Je pense que les gens ont compris quand même le principe des soins holistiques que tu proposes. Alors, j'aimerais qu'on fasse un focus quand même, parce qu'à un moment donné, on voit, je sais pas si on voit la team, hein, je crois que tu la présentes, hein, sur le site. Alors, c'est en anglais, mais ça se comprend parfaitement bien. On voit les images et les photos des personnes, hein, les différentes personnes dans les disciplines qu'on a vues tout à l'heure, qu'on a essayé d'exposer oralement, et on présente en fait les différentes spécialités. On peut appeler comment ? Les thérapeutes, les professeurs, les enseignants.
Des praticiens, des thérapeutes, peu importe la terminologie, mais oui, c'est ça. Alors, comment ça se passe concrètement si on veut faire ces 10 jours de retraite en compagnie de toi et de ta team, de ton équipe, Aurélien? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller là-bas? Bon, comment ça se passe? C'est pas très compliqué. Par exemple, moi, je ne l'ai jamais fait. Hein. Ouais. Alors en fait, c'est une retraite qui dure 10 jours. Alors on me pose souvent la question, est-ce que c'est possible de faire 6 jours, 7 jours? C'est toujours possible, mais disons qu'on propose, c'est comme un film, c'est toujours possible d'arriver une demi-heure en retard au cinéma et de repartir avec un quart d'heure avant la fin. Mais vous perdez, entre guillemets, l'intégralité de l'essence même en fait, de l'enseignement. C'est vraiment complet. Et ça a été établi comme tel, c'est 10 jours intensifs de 7h du matin à 10h du soir. Alors, c'est pas militaire, hein, si vous avez envie de supprimer une activité, vous avez besoin de vous reposer un jour, c'est pas grave en soi. Alors, je me permets de te couper pour te dire que ce n'est pas militaire, mais c'est structuré quand même. Hein. Voilà. Faut pas perdre de vue que l'objectif, c'est quand même ponctuellement d'être bien dans un centre de bien-être, hein. Mais il y a au-delà de ça, parce que c'est pas très compliqué d'être bien dans un centre, si vous parcourez un peu les images, c'est un temple en fait, c'est une sorte de temple à ciel ouvert, et donc l'objectif c'est de contempler, donc trouver le temple à l'intérieur de soi, c'est toute une métaphore. C'est un centre parce que le centre, c'est vous, enfin c'est les personnes qui nous visitent, les invités en quelque sorte. Et concrètement, pour revenir à ta première question, de manière très terre à terre et pragmatique, comment? C'est très simple, il faut juste s'inscrire sur le site et voilà. Ensuite, la préparation, je mets quelques accès à des piqûres de rappel et autres, mais il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance à la base, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire pas de prérequis particulier. Il n'y a pas de prérequis. Non, pas du tout. Si, il faut juste avoir quand même la volonté. L'envie et surtout quand même un minimum d'ouverture, c'est-à-dire que, alors je dis pas, le but c'est pas que les gens adhèrent nécessairement sans remettre en question, ça c'est indéniable, mais tout au moins qu'ils soient pas bloqués et qu'ils se disent voilà, pourquoi pas, on va s'ouvrir à d'autres sphères de conscience et voilà, on va jouer le jeu en quelque sorte et puis après ils prennent ce qu'ils veulent à la fin, mais l'idée c'est ça en fait, c'est que ils prennent ce qui leur correspond. En fait, c'est vraiment basé sur la maïeutique, qui est, alors ça fait un terme un peu pompeux, c'est la philosophie grecque qui dit aider l'autre à accoucher de lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire pour eux. On leur donne différentes techniques. C'est un peu comme dans l'éducation. Vous ne pouvez pas dire à votre gamin fais ceci, fais cela, entre guillemets. Hein, j'entends pour la direction qu'il prendra, la carrière, etc. Bon, il y en a qui le font. Mais disons que vous allez lui donner un maximum de palettes, d'éventails, de choix pour que lui-même se retrouve dans ce qui lui plaît, dans ce pour lequel il a le plus d'affinité, oui, etc., de sensibilité. Et voilà. Donc pour en revenir au programme, il est élaboré dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a un maximum de symbolisme. Et pourquoi le symbolisme? Symbole, ça signifie rassembler, donc rassembler les pièces du puzzle pour l'individu lui-même, et aussi parce que l'apprentissage est beaucoup plus intense, et quand c'est solennel, quand c'est... en fait, ça marque plus les esprits. Donc, on a tous les jours des thèmes. Le premier, c'est les fondations. Le deuxième, c'est l'ascension, etc. Et on a un certain nombre de pratiques. Alors, c'est pas une secte, hein, faut absolument pas tomber dans cette peur. C'est pas exclusivement réservé aux gens qui sont croyants ou pas croyants, c'est ouvert à tout le monde en fait. D'où le symbolisme. Le symbolisme, voilà, c'est justement fait pour ça, c'est pour qu'il n'y ait pas de choses imposées. Rumi disait la vérité c'est comme un miroir cassé pour lequel chaque individu possède une pièce. Et en fait, moi j'ai toujours pris cette image de c'est comme le Rubik's Cube, c'est-à-dire si je vous le montre, vous allez me dire c'est rouge, moi je vais vous dire non, c'est jaune, une autre personne sur la droite va dire c'est bleu, et en fait on peut chamailler, mais c'est la même métaphore que l'éléphant, symbolisme hindou pour lequel des aveugles essaient d'identifier qu'est-ce que c'est, et en fait en touchant la façade, il y en a qui vont dire que c'est un mur, d'autres que c'est une lance, etc., etc.
ils peuvent pas se mettre d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vue d'ensemble. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement, dans ce centre, il n'y a pas de vérité absolue. On respecte toutes les croyances, croyons ou pas, toutes les approches. Et on a plusieurs approches. C'est-à-dire qu'il y a une approche, oui, spirituelle, mais qui entend l'esprit. L'esprit, ça veut dire la réflexion aussi, la sensibilité. Sensibilité, ça ne veut pas dire les nerfs à fleur du pot, que vous allez pleurer comme une madeleine pour... Non, sensibilité, c'est justement explorer les sens que l'on a. Et notamment, on va travailler beaucoup sur soi, à savoir la reconnexion avec les 5 sens pour développer petit à petit le 6e sens, notre intuition, notre créativité, notre rapport qui est notamment... le 3e œil, notre rapport au monde extérieur pour être plus ancré à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. C'est le schéma type initiatique de tout type d'ésotérisme, mais aussi c'est une pratique que l'on propose à Chambali. Alors, il y a une application aussi scientifique, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu cette approche depuis que je suis très jeune. Je suis passionné de spiritualité et en parallèle de science. Et en parallèle d'art, et certains pensent que c'est antinomique. Aucunement, c'est justement ces 2 faces, voire plusieurs faces d'une même médaille. Et en fait, on gagne à la comprendre de manière holistique. Holos, en grec, ça veut dire entier. Et en fait, si vous voulez, c'est un schéma de pensée. On a été conditionné depuis notre enfance et, on va dire, culturellement depuis le 17e siècle, avec Descartes, où ça devient cartésien, et c'est la naissance de la dualité, où on sépare l'ego de l'environnement. Et notre objectif à travers Chambali, c'est ça, c'est d'essayer d'exploiter cette notion globale qui dit il n'y a pas de différence, entre guillemets, c'est pas blanc ou noir systématiquement, il y a un entre-deux. Si vous voulez, à la question, quand j'étais plus jeune, tu préfères ta mère ou ton père ? Je savais pas répondre, voilà, et donc je disais aucun. Non, je plaisante. Non, mais voilà. Pourquoi on serait obligé de faire des choix? Et la preuve en est, c'est que dans l'histoire, les philosophes grecs sont à la fois des mathématiciens, Pythagore, Thalès, etc., et ils sont également philosophes. Et au-delà de ça, ils sont aussi dans la mystique. Pythagore a créé en s'inspirant de la Grèce, de l'Égypte, bien entendu, mais a créé l'école des mystères, par exemple. Bon, ça, l'histoire ne l'a pas retenu. Et quelque part, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est aussi sur un plan physique. Quand je dis la science est intéressante, c'est que ça veut dire que vous faites activer les 2 hémisphères de votre cerveau, c'est-à-dire la partie droite, qui est plus la partie créative, la partie intuitive, donc qui est moins rationnelle, c'est le cercle, et la partie carrée, qui est plus la structure, la rationalité, qui va être, on va dire, plus la mathématique, la physique, et l'autre, c'est la métaphysique. Et en fait, quand vous activez les 2, petit à petit, vous allez activer un organe qui est central, qui est la glande pinéale, qui correspond. C'est pas une affabulation, c'est pas une légende, c'est pas un mythe. Le 3e œil, c'est la glande pinéale. Elle existe à l'intérieur de notre. Elle est bien réelle. Elle est bien réelle. Et elle est en souffrance, elle est à l'état inactive, on va dire, pour la plupart d'entre nous. Et l'objectif, c'est petit à petit. Alors, c'est pas nécessairement en l'espace de 10 jours, bien entendu, on est réaliste aussi. Mais on va donner toutes ces clés pour que les gens ramènent un maximum chez eux, pour que petit à petit, ils arrivent à avoir cette application de plus en plus dans sa globalité, tout simplement. Et dans sa globalité, ça sous-entend aussi une autre chose, c'est-à-dire global, ça veut dire aussi le globe. Ça veut dire une vision individuelle et collective. Et en fait, c'est vraiment l'hermétisme de base, c'est-à-dire ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire qu'on va toujours cheminer dans ce sens. L'introspection, donc on va dire l'objectif premier à Chambali, c'est de se reconnecter avec notre moi supérieur. C'est de la psychanalyse, quelque part. C'est tout simple, c'est retrouver notre harmonie individuelle, pour ensuite s'en servir comme un tremplin pour réactiver à l'harmonie collective, à savoir avec notre environnement, c'est-à-dire de revibrer avec les fréquences, c'est-à-dire de la nature tout simplement, de notre voisin, de notre... voilà. Et même en termes, on va dire, biologiques, ça, le 2e axe, ça correspond à quelque chose de réel, c'est-à-dire ce sont
c'est les oxytocines, c'est-à-dire ce sont des hormones de plénitude. Bon, certains les réservent à l'orgasme sexuel, ça n'est aucunement réservé à ça. C'est l'accession, entre guillemets, à ce qu'on, dans toute quête de la pratique de certaines religions ou notamment de disciplines, le qigong, etc., ça va être la quête, la méditation entre autres, ça va être la quête justement de cette reconnexion avec le grand tout, avec ce qu'on appelle l'unité. Et d'ailleurs, je continue dans la sémantique, dans unité, vous avez déjà la clé. C'est-à-dire que vous avez unité, c'est une petite unité, ça veut dire une pièce du puzzle, et l'unité, c'est aussi la globalité. Et quelque part, on va toujours être dans ce cheminement où on va essayer de trouver notre harmonie, notre unité individuelle qui amène et qui bascule à l'unité collective. Si vous voulez, je peux même aller encore plus loin au niveau des images, des métaphores. Et là, à chaque fois que je parle comme ça, j'active le principe justement de l'hémisphère droit de la personne. C'est là un peu la parabole, le principe de la parabole. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se voir comme détaché du monde. Et vous allez me dire, mais oui, mais toi Aurélien, si je te parle, tu m'entends, on est différents, on est dissociés. Certes, c'est vrai, mais ça c'est l'ego. C'est l'ego de la dualité qui nous a travaillé, qui nous a maté très fort aussi, qui nous a formaté depuis notre enfance. Et on a cette illusion, les hindous parlent de Maya, qui est l'illusion. On a une distorsion de la réalité où on est emprisonné dans notre cellule. Et dans cellule, vous avez justement, soit vous avez l'impression que vous avez des murs, et qui n'ont d'existence que parce que vous lui en avez donné une, qui sont éducatifs, qui sont sociaux, qui sont... voilà, pour plein de raisons. Et cellules, vous pouvez aussi le voir différemment. C'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur de du vivant, de la vie. Vous êtes vous-même une cellule. Et dès que vous sortez de votre cellule type prison, vous voyez que vous êtes en fait un composant de cet organisme. Et donc, vous devenez une cellule active. Ça veut dire que vous faites partie, vous êtes comme un globule blanc à l'intérieur de vous-même, un globule blanc qui participe à cet élan de vie qui est un global. Et il y a justement, dans l'hindouisme, il y a un Veda qui dit la chose très... Bon, c'est un peu pompeux, ça peut sembler un peu étrange, et qui dit la chose suivante et qui est très très juste: trouve la place qui la tienne dans ce poumon cosmique. Ça sous-entend que le monde vibre d'une certaine manière, il y a comme une respiration, et vous insérez, enfin vous comprenez la place qui est la vôtre déjà en fait. Et en fait, c'est le but essentiel de Shambhali, c'est ça, c'est de retrouver, si j'avais à le résumer, donc c'est l'unité, et c'est aussi la notion de reconnexion avec soi-même, et ensuite au-delà avec les autres, la vie, la nature, la nourriture, c'est tous ces paramètres. Alors ça semble évident, ça semble logique, ça semble être des lapalissades, certes, mais je me suis rendu compte, et ce programme, quand je vous dis qu'il a été expérimental, bah déjà parce que c'est ma propre pierre philosophale que je continue à polir chaque jour. On a tous, entre guillemets, cette tâche ou cette activité, ce souhait pour essayer de l'insérer dans cette grande orchestration, pour participer à un élan collectif, à un édifice collectif. Alors c'est très métaphorique par rapport aux bâtisseurs, certes, pour essayer d'établir quelque chose de plus grand en quelque sorte. Mais si je devais le résumer à nouveau, Shambhali, c'est essayer de faire en sorte que les gens trouvent l'harmonie, tout simplement, et de là, qui rayonnent, et que ça permette de faire avancer le schmilblick, comme disait Coluche, à savoir, c'est contagieux en fait le bonheur. C'est contagieux, c'est surtout, je vis en Asie depuis quasiment 10 ans, je sais qu'un battement d'ailes de papillon en Asie crée une tornade et dépoussière l'Occident qui oxyde parfois. Et en fait, c'est très simple parce que c'est justement une inspiration, voire une expiration, un grand souffle, justement, qui est une espèce d'échange entre l'Orient et l'Occident. Et on a essayé de prendre ce qui se fait de plus beau à travers la planète, parce qu'il n'y a pas la sagesse asiatique qui détient le savoir, etc. On a des trésors extraordinaires en Europe, l'alchimie, les Templiers, etc. Et notamment en France, si on se focalise uniquement sur la France. Il y a en fait
vous avez dans chaque chose, ça c'est vraiment ce que j'ai compris à travers mon voyage initiatique dans cette vie, vous avez du symbolisme et vous avez une grille de lecture qui devient à la limite du mystico-magique. Mais ça, pour ce faire, il faut réactiver l'enfant intérieur qui croit aux belles histoires, ça ne veut pas dire vous endormir, mais qui reprend cette capacité à s'émerveiller. Et ça, en fait, c'est l'une des clés du bonheur. Et en fait, on essaie d'en donner un maximum. Moi, je vais vous dire, j'ai, oui, cette chance d'être heureux. Je ne l'ai pas toujours été, je dois l'avouer. Quand j'étais gamin, ce qui est assez paradoxal, j'ai eu une très bonne éducation, je n'avais pas à me plaindre, etc. J'étais hanté par un spleen. Un spleen, comme bon, les poètes français, Baudelaire et autres, avec comment dire, cette espèce de nostalgie et que j'ai compris par la suite. Et qui m'a permis en fait de créer justement différentes solutions pour faire face à ces remparts, on va dire, qui sont, encore une fois, j'insiste, cette prison intérieure. Et alors, je dis pas, désolé, je finis juste cette idée, je dis pas la dépression existe, etc., etc., mais il y a plein de palliatifs qui sont possibles et à travers en fait une vision holistique, ça sous-entend plein de choses, la nutrition, recouvrer sa vue d'enfant, mais aussi les petits plaisirs qui passent par plein de choses assez simples et au-delà, ce programme a été fait aussi pour aider. Alors c'est pas curatif, hein, c'est du complémentaire pour toutes les tendances addictives. D'accord. Personnellement, je ne bois pas, je ne prends pas de drogue, je suis sain d'esprit et de corps. Et j'ai justement essayé, parce que le but, c'est pas d'avoir une vie, je suis désolé d'être pour des décoffrages, mais cuit-vapeur, c'est-à-dire, non, c'est justement d'être dans la balance, dans l'harmonie, pas dans la frustration. C'est-à-dire ne pas être dans l'excès, en fait, tout simplement. Alors c'est rassurant parce que ce qui veut dire que tu es passé aussi par les états d'âme que tout le monde vit au quotidien. Ça c'est voilà, bon, parce qu'il y a quand même des thérapeutes qui sont un peu trop lisses à mon goût. Je le dis par expérience pour avoir interviewé d'autres personnes. Et c'est pas du tout ton cas. Donc tu assumes totalement les périodes sombres que tu as pu toi-même traverser, d'où le fait que tu as expérimenté, et la création de ce programme est issue de ça, mais pas seulement de ton expérience personnelle à toi, mais ceux de toute ton équipe, et c'est ça qui fait ta force aussi. Alors j'aimerais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit, notamment, on parle d'alchimie, donc le langage oiseau aussi. Tu as inventé une chose lorsque tu m'as écrit la première fois qui m'a beaucoup plu, la reconnexion au grand tout, ou Dieu, D-I-E-U, et pas au sens religieux, où tu dis dimension intérieure et extérieure universelle, que l'on appelle en anglais Unity. Hein, tout à l'heure, tu parlais d'unité. C'est une formidable... Je trouve que c'est, sur le plan poétique et philosophique, le meilleur exemple, le meilleur résumé qu'on puisse avoir de ce qu'est la reliance, finalement. Parce que c'est cela aussi de quoi il s'agit. Depuis tout à l'heure, je sens vraiment une forte influence de vouloir cette reliance. Tu parlais de cellules, d'être composant, d'être le poumon de l'univers, hein, d'être une partie composante de l'univers. Et là, tout cela est vraiment une puissante image pour faire partie du grand tout, c'est la reliance. T'en es dedans, hein. En fait, c'est très joliment résumé. Je dois avouer que c'est même très touchant à réentendre à travers ta voix. C'est exactement ça, en fait. Je pense que, alors, naturellement, depuis que je suis petit, mon père ne croit en rien, par exemple. On croit en rien, c'est un bien grand mot. Il est dans la science, il est très cartésien et il m'a posé la question comment je peux faire pour m'ouvrir. Et en fait, je dois avouer que je n'ai rien, entre guillemets, j'ai pas de mérite au fait de croire parce que je suis né comme ça. Et depuis que je suis gamin, je suis conscient, je sens cette connexion avec, peu importe le nom, la conscience universelle, le grand tout, peu importe. C'est pas, je veux pas rentrer dans le segment religieux. Alors on va l'appeler Big All, Allah. On peut entendre aussi Allah, Dieu en arabe, le grand tout. Et peu importe sa définition, mais je sentais vibrer. Alors ça peut sembler blasphématoire pour certains. Non, c'est un petit gamin qui sentait très fort ces choses et je pense qu'on l'a tous en fait.
On l'a tous dès la naissance, et certains, en grandissant, le perdent, etc. Et je pense que quelque part, on est... Alors, je dis pas qu'on a besoin nécessairement de croire à du métaphysique, à du mysticisme, etc. Loin de là. On peut retrouver, entre guillemets, cette unité. Un truc très simple. Vous êtes en campagne, vous êtes devant un magnifique paysage. Et juste la mâchoire qui tombe, le « waouh ». En fait, là, ce « waouh », il est puissant parce qu'en fait, il vous fait ne plus avoir d'yeux. En fait, il n'y a plus d'ego. Vous êtes partie intégrante de la peinture. Et c'est ça, en fait, que j'ai essayé d'expliquer pendant très longtemps à travers différents mots. Et c'est pour ça que quelque part, je me suis lancé dans cette quête d'étudier la plupart des religions, leurs courants ésotériques, les anciennes civilisations perdues, etc. Parce que j'avais besoin d'expliquer, peut-être de manière rationnelle, mais aussi d'expliquer, en fait, ce que j'avais naturellement, en fait. Parce que sinon, ça émane... C'est un exercice difficile parce que expliquer ce qui est inné chez quelqu'un, c'est quelquefois ignorer que l'autre n'a pas. Mais tu avais déjà cette conscience que tu avais quelque chose, tu étais conscient que ce n'était pas quelque chose en plus, qu'il était intégré en chacun de nous, mais simplement il était comme endormi, simplement. Et aujourd'hui, tu essaies de réveiller cela. On va faire un tour sur le deuxième extrait, parce que dans ce que tu invites à donner dans tes retraites de 10 jours, eh bien il y a cette fameuse, ce que j'appelle moi une boîte à outils, hein, parce que avoir 10 jours, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que ce n'est pas, entre guillemets, on ne se reprogramme pas totalement, mais en tout cas tu donnes les outils pour pouvoir donner une autonomie relative aux personnes lorsqu'elles sortent de ta retraite. Et on regarde tout de suite ce que tu as pu voir de ton vécu, c'est de l'expérience. On voit ça, c'est parti pour le deuxième extrait, et on en reparle après. À tout de suite. Ce que je dis très souvent, alors c'est pas réducteur, mais les moines tibétains qui sont au fin fond dans les montagnes à 5000 d'altitude, en jeûnant, etc., c'est pas très dur en fait d'être zen. Mais la violence du métro, la violence du système, etc., fait que c'est plus compliqué en fait. Oui. Et c'est ça en fait que je veux aussi témoigner aux gens. Regarde, les gens sont hyper connectés virtuellement. Ton pain il est brûlé, la vie elle est méchante, et tout le monde le sait, fait des pouces à l'envers, à l'endroit, enfin... quelque part, enfin, non mais c'est quelque part grotesque. Oui, ça montre aussi qu'on a envie de se reconnecter au cloud. Et le cloud, on l'a naturellement. Il faut juste réactiver nos fréquences. La méditation nous permettrait de l'obtenir. T'imagines que nous, dans notre retraite, on est obligé de faire du détox, alors alimentaire et aussi mauvaise pensée, etc. Mais aussi de portables et de médias, des médias en général, et les social media aussi. Oui, pourquoi ? Parce que les gens sont addicts. Les gens, il y a des gens qui te diront, attends, là je suis en train de discuter avec toi, mais putain, je sais que sur Twitter, il y a des trucs qui se passent et je suis en train de perdre un truc. Et t'as envie de leur dire, mais attends, non mais je te jure, parce que c'est du vécu, c'est qu'on a quand même loupé un truc quand même. On est obligé de réexpliquer le sens de la vie aux gens, et quand tu leur poses la question, tu sais que je pose la question toujours à mes étudiants et même mes employés, c'est quoi votre raison d'être ? Et les gens ils bug en fait. Je sais pas, faire du fric, faire des gamins. Non mais pourquoi tu te lèves tous les matins ? Pourquoi tu es sur cette planète ? Pourquoi tu respires ? T'apportes quoi ? C'est quoi ta contribution à cette planète, grosso modo ? Et si tu meurs demain, est-ce qu'on te regrette ? Est-ce qu'on pleure, etc. Mais vraiment, j'insiste. Et les gens, il y a beaucoup de gens qui bug, et après, bien évidemment, ils sont pas obligés de répondre tout de suite. Mais il y a très peu qui pensent à être en harmonie, être heureux, être utile, tu vois, des basico-basiques. Voilà, on voit ce deuxième extrait, ce deuxième résumé du pré-entretien que l'on a eu ensemble, Aurélien. Et c'est vrai que une des choses que tu as su me transmettre avec force et conviction, c'est le fait que de vivre à Bali, d'être zen à Bali, on croirait que c'est difficile d'atteindre cet état d'extase et d'être un bon sage, mais en fait, il semblerait que non. On est zen, ne serait-ce que par l'énergie du pays du Dieu, en fait. Est-ce que ça nous rend sage d'aller là-bas ? Alors en fait, si vous voulez, je pourrais résumer, le voyage initiatique, il n'a pas de frontières. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une métaphore aussi, mais évidemment, quand vous êtes sur le lieu de Bali, déjà, il est, si vous regardez sur un plan géographique, il est quasiment au niveau de l'équateur, il est dans la voie du milieu, d'accord ? Donc, quelque part, déjà, et énergétiquement,
Si on l'a fait à Ubud, c'est parce que c'est l'un des lieux les plus mystiques, sacrés de l'île, qui est elle-même l'une des plus mystiques de l'Indonésie. D'accord, qui est un ancien continent probablement englouti, si on croit à Mu, etc., etc. Mais n'allons pas si loin. Disons que oui, c'est une harmonie, c'est une poésie. La vie est poétique à Bali, c'est-à-dire que dans la manière, donc, quand le soir arrive, commence à tomber la luminosité, vous avez les femmes dans des couleurs délicieuses avec. Oui. Donc ça invite déjà au rêve, quoi. On est déjà dans une extase, rien que de par la vision et le mode de vie de là-bas. Exactement. Vous avez la douceur des gens, la douceur de la vie, la douceur de la nature, la douceur de... Et ça vous permet déjà d'entrer dans une ambiance, comme il y en a d'autres. Vous allez en Inde, il y a une fréquence énergétique qui est très forte. Voilà, ça vous met déjà dans un parfum, dans une ambiance, dans quelque chose de très très poétique. Donc ça, c'est indéniable. Le lieu en parallèle l'est. C'est-à-dire que le centre de Chambali est une sorte de temple à ciel ouvert. Donc là, vous êtes déjà dans une pré-ambiance, si vous voulez. Et après... ce qui va être vraiment important, parce que c'est vraiment l'objectif. Et d'ailleurs, même tout le centre a été créé pour... On n'a pas coupé d'arbres. Il y a des arbres qui montent, qui sont à l'intérieur du restaurant, parce qu'on a voulu les préserver, par exemple. Parce qu'il y a un respect profond. Faut savoir que Bali, beaucoup de gens pensent que c'est exclusivement hindou. Donc c'est hindou, musulman, et aussi animiste, très fortement. Donc ça veut dire qu'il y a l'âme de la nature, de la matière. On revient à l'hermétisme et à l'alchimie. Donc, mais en fait, là où on intervient, c'est en fait ce qu'on souhaite aussi, parce que c'est pas compliqué d'être heureux à Chambali. Oui. À Bali et à Chambali. Mais l'objectif, c'est que les gens ramènent un maximum dans leur bagage d'outils opérationnels. Faut savoir que moi, je viens de la vraie vie. Je suis pas né à Bali, je suis pas né dans un cocon. Au contraire. On rappelle que tu es chef d'entreprise, donc tu as des responsabilités. Tu es confronté aussi à cette violence, des fois de négociation, de trading, quoi, en fait, pour les affaires. Voilà, je suis aussi professeur dans des écoles de commerce, MBA et autres, dans la finance par exemple. Donc je connais aussi le monde de la violence du monde financier. La violence, j'ai travaillé dans la grande distribution, dans des mondes que j'appelle des Frankenstein, parce que c'est des Frankenstein, ce sont des systèmes qui ne sont plus humains et en fait, on ne sait plus vraiment qui les contrôle. Oui, ils sont très voraces, oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est même pas l'individu qui l'est. Après, c'est des gens qui sont en mission quelque part. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas aseptisé. Chambali, c'est opérationnel. C'est bien évidemment, il y a le côté très très cool le soir autour du feu, on refait le monde, etc. Guitare très hippie, si vous voulez, pas de souci, on peut en rigoler. Mais disons que c'est au-delà, c'est qu'on va essayer que les gens ramènent un maximum de ces techniques. Pour leur patron sera toujours le même patron, leurs collègues seront peut-être les mêmes jalouses, etc. Mais ils n'auront pas le même regard sur la vie. Ils commenceront surtout à sourire à la vie et à comprendre qu'il y a une résonance entre eux-mêmes et le monde extérieur. C'est-à-dire que quand ils diront « mais non, mais je veux bien être zen, etc. » mais dans le métro, les gens, ils font la gueule. Est-ce que tu leur souris aux gens? Est-ce que tu souris à la vie? Déjà pour commencer. Et les gens, voilà. Et les gens, mais c'est un symbole, c'est pas une petite anecdote. C'est sourire à la vie sous-entend que la vie est une sorte de réflexion de la pensée, de cogiter, une réflexion, une méditation à ciel ouvert. C'est-à-dire que c'est une réflexion, c'est-à-dire c'est des miroirs. Et en quelque sorte, très souvent, les gens, ils font la gueule comme vous faites la gueule. Et peut-être qu'ils se disent la même chose, tout simplement. Alors commençons par, justement, soit le changement que tu veux voir dans ce monde, c'est déjà, en fait, opérer à ce stade-là. Donc, pour changer le monde, changeons d'abord notre propre monde. C'est le message qu'on peut retenir. Alors, on retient encore dans ce second extrait quelque chose d'extrêmement intéressant. Effectivement, il y a dans le programme une détoxication, entre guillemets, ou je ne sais pas si c'est très français de dire ça, détoxification alimentaire, certes, pour avoir une alimentation saine, un corps sain dans un esprit sain aussi, les deux, dans l'autre, on est dans la poupée russe parce qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs plans, et il y a aussi, quelque chose d'assez inattendu et qui paraît évident lorsque tu en parles, aussi une déconnexion nécessaire à la technologie pour une réelle réconnexion à nous-mêmes, au divin, on va dire, à notre divin, quel qu'il soit, et
ça, c'est quelque chose que le partage. Tu parlais tout à l'heure de réseaux sociaux. On voit dans l'extrait, il y a quelque chose d'assez hallucinant de voir les personnes qui peuvent être en retraite à ce moment donné, de dire oulala, mais il faut que je voie mon Twitter parce que j'ai des choses, je partage rien. Hein. Lorsque tu étais beaucoup plus jeune pour la Coupe du Monde 98, hein, où tu as vu un personnage qui était avec son téléphone et qui pendant 1h30 n'a fait que filmer le match. Il a fait en sorte de faire attention de bien cadrer pour ceux à qui il partageait, mais est-ce que lui avait réellement profité du moment présent? C'est curieux d'avoir cette déconnexion pour les autres. Qu'est-ce que c'est la culpabilité d'être soi-même et de vouloir se faire du bien? Où est le mal? Non, je pense que c'est pas forcément une culpabilité. En fait, c'est tout simplement un besoin de partager à l'extrême et donc du coup, on n'est plus dans le présent. La plupart du temps, à 95%, on est en pilote automatique. Vous êtes comme quand vous conduisez, vous pensez pas à passer les vitesses, etc., à part au départ. Mais en fait, vous pensez la plupart du temps à votre futur proche, ce que vous allez manger ce soir, ou en gros, les courses que vous allez faire, ou bien le coup que vous avez bu avec des copains, etc., etc. Donc, mais vous n'êtes jamais dans l'instant présent. Et l'instant présent, le présent est un cadeau, si on l'apprécie comme tel, c'est une métaphore, mais en fait, la force de l'instant présent, vous avez Cartol, voilà, qui a écrit un très joli ouvrage dessus. Et en fait, donc nous, ce qu'on enseigne, par exemple, c'est pour ça que on le catalogue pas dans la partie discipline, mais dans la partie concept, ce qu'on appelle le mindfulness en anglais, qui correspond à la pleine conscience. Alors, il y a beaucoup de gens qui en parlent et beaucoup ne savent pas vraiment ce que c'est. Et c'est très simple, la pleine conscience, c'est juste que vous êtes conscient de l'instant présent. Là, quand je vous entends, je sens les petits coussinets sur mon oreille, j'ai la conscience de mes mains, j'ai cette petite lumière qui est une sorte de passage, je ne sais pas, mais je suis conscient de tout ce qui se passe à ce moment-là. Ce qui permet d'activer plein de choses, assez mystérieuse, la synchronicité, et petit à petit, vous développez vos 5 sens, et petit à petit, le 6e sens. Le 6e sens, qui est donc le 3e œil, qui est le bridge, le pont avec l'autre monde, le monde, l'environnement, mais aussi... Et le monde, exactement, le monde subtil des fréquences. Alors, il y en a qui vont me dire, mais oui, c'est du rêve, c'est du délire, c'est ça. Non, c'est le monde des... Oui. Il faut l'expérimenter et en fait, plus vous allez le faire et plus les instants vont être délicieux. Manger, par exemple, la plupart du temps, les gens, ils mangent comme ça. Oui. Vous savez, avec leur portable. Ouais. Et en fait, vous n'êtes pas dans la même assimilation. Il y a 5 phases dans le fait de manger. Vous avez déjà mangé avec les yeux. Quand vous avez fait un jeûne de 24 heures ou 72 heures, je peux vous jurer que c'est déjà un beau travail. De regarder l'harmonie des couleurs et de remercier, par exemple, les principes de base des communautés, des cultures, etc. Vous remerciez déjà la nature, tout ce qu'on vous donne, etc. Ça ne va pas être la même assimilation. L'amour que vous allez à préparer la nourriture, les recettes de grand-mère, mais c'est fait avec amour, vous savez. Mais c'est vrai. C'est un transfert d'énergie. Alors, ça me rappelle quelque chose, c'est le fait de ne pas boire l'eau, un verre d'eau qui a été plein, et sur lequel il y a eu une dispute, hein, parce qu'on parle de la mémoire de l'eau. Si on boit cette eau après s'être disputé, c'est pas bon pour la santé. Donc, tu repères un peu cette même tendance aussi pour la nourriture. Il faut être conscient, se nourrir consciemment, vraiment, en étant présent. Ça nous profite mieux. Et ce que tu disais est très juste, c'est notamment toutes les études du docteur Emoto qui a fait une cristallisation de l'intention par rapport à l'eau et de se rendre compte quand vous avez des messages positifs, je t'aime, je suis en harmonie, je suis content, et ben voilà, c'est harmonieux, c'est comme des flocons, etc. Et quand vous mettez des messages négatifs, je te déteste, etc., je vais te tuer, etc., ça fait des choses disharmonieuses. Donc parce qu'en fait, tout est énergie. Et ça, on en revient à la science, et même Einstein qui le disait, Max Planck et d'autres l'ont dit, Bohr l'ont dit, tout est énergie, tout est de l'énergie. Et quelque part, l'émotion que l'on met, c'est intéressant l'émotion. Émotion, quand vous décortiquez le mot, quand vous l'ouvrez comme dans l'alchimie, vous avez de E égale MC2, qui est l'équation de... La plus connue de l'humanité, oui, d'ailleurs. Oui, c'est l'énergie et la motion. Motion, s'émouvoir, enfin, ça s'émeut.
motion, ça veut dire le mouvement, en fait. Donc, c'est de l'énergie en mouvement. Donc, votre émotion, l'attention que vous mettez, qui est une tension aussi, c'est un crédit énergétique que vous allez mettre dans la nourriture. Voilà. Et donc, l'assimilation, si vous êtes en pleine conscience des différentes phases, donc l'observation, ensuite, vous avez les papilles gustatives, la mastication, un maximum de fois, la déglutition, la satiété, et que vous prenez un temps d'observation à chaque fois, eh bien, je peux vous jurer que les repas sont magnifiques. Et encore une fois, mis en emphase d'un manque, par exemple le jeûne, 24 heures, ceux qui pratiquent régulièrement le savent, c'est juste délicieux et ça évite les caprices. Et quelque part, c'est très métaphorique parce que le jeûne de la vie peut être ça. Quand vous vous interdisez pendant un temps quelque chose que vous aimez bien, c'est là que vous vous rendez compte à quel point c'était important. Et ça, c'est vrai pour tout. Quand vous perdez un proche, c'est là que parfois c'est votre ennemi et il vous manque après au bout d'un moment. Les disputes même vous manquent, vous voyez. Et en fait, le fait d'arrêter un truc, d'arrêter une habitude par exemple, la met en relief en fait. Voilà. Et donc pour en revenir à la pleine conscience, oui, vous pouvez être une douche. Une douche, vous avez les gouttelettes d'eau qui tombent, etc. C'est une purification. Symboliquement, quand vous le prenez comme tel, dans le Qigong, ceux qui connaissent le Qigong, on va faire des rituels qui sont proches de l'ablution. Des ablutions. Les ablutions, c'est quoi? C'est enlever les mauvaises énergies, tout simplement. C'est du symbolisme, tout ça. C'est du symbolisme. Et en parallèle, quand vous y émettez un crédit, eh ben, ça lui donne plus de valeur, en fait. Ça me rappelle effectivement le soir, lorsqu'on se couche, c'est toujours de secouer son oreiller avant de se coucher, comme si on chassait les anciens rêves précédents pour ne pas les continuer, partir sur du neuf. Évidemment, une retraite, on pense bien qu'il y a un aspect économique par rapport à Chambali. Il faut bien que tout le monde vive. Mais en même temps, il y a, j'ai cru comprendre, et tu le dis clairement dans l'extrait, je l'ai pas intégralement mis parce que ça demande à être développé. Il y a une partie des fonds qui sont reversés. Alors en fait, en effet, il y a une partie assez importante qui est reversée à un orphelinat, en fait, tout simplement à Bali, qui est d'ailleurs pour lesquels les gens sont plus que bienvenus s'ils souhaitent le visiter. Donc c'est symbolique parce que les enfants, c'est notre avenir, c'est le futur de notre monde. Et au-delà de ça, en fait, on est en création d'une fondation. Alors, il y a deux vocations. La première, c'est de justement essayer en fait de financer, de donner des fonds à des gens, plus des adultes, mais surtout et essentiellement de donner du temps, à savoir pour aider les gens en leur donnant des lignes directives, à savoir avec un bon diagnostic de leurs compétences et de ce qu'ils souhaitent, donc des pauvres gens en quelque sorte, pour qu'ils ne soient plus dépendants en fait de cette notion de charité et qu'ils deviennent, c'est le principe du confucianisme, plutôt que de donner un poisson à un homme qui a faim, apprends-lui à pêcher, pour qu'il soit indépendant par rapport à ça. C'est vraiment dans cette optique. Je te coupe, mais c'est simplement, alors je tiens à préciser que l'idée, c'est pour la résumer, mais c'est ne pas maintenir sous perfusion ces personnes-là. Voilà. On est bien d'accord. Voilà, c'est l'idée. Exactement ça. Et ensuite, le deuxième axe, c'est en fait c'est ce qu'on a appelé le benchmark du monde. Donc benchmark, ça sous-entend point de repère, de comparaison. Et l'homme. Donc c'est une espèce de point de comparaison humaine. C'est en fait l'objectif, c'est de rassembler un nombre infini entre guillemets de bonnes idées qui émanent en fait de l'Antiquité, de différentes civilisations, peu importe la délimitation spatio-temporelle, donc la médecine traditionnelle chinoise, les recettes de grand-mère un peu partout dans le monde, et en fait toutes ces bonnes idées qui ont lieu même actuellement, présentement, et d'essayer de les faire véhiculer au sein de Chambali et au-delà avec les participants et d'essayer de les faire entre guillemets, c'est une espèce de base de données humaines pour essayer de faire en sorte tout simplement que l'on s'échange les bons procédés entre les gens avec des aptitudes notamment. Pourquoi ? Le but est tout simplement d'essayer d'établir un monde qui fonctionne mieux, et parce que c'est basé sur le principe de, entre guillemets, je ne suis pas convaincu qu'il y a un messie qui viendra demain. Je pense plutôt que la symbolique, c'est plutôt
c'est l'humanité qui retrouve son humanité individuelle et de là l'humanité collective. Et c'est notamment dans le clip que vous pouvez voir, c'est justement cette espèce de métaphore avec la lumière, c'est-à-dire les petites lucioles qui synchronisent leur lumière sur des larges espaces. Et quand j'étais petit, je regardais toujours les étoiles. Et vous savez, les jeux avec les numéros et les points, et vous les relayez, ça fait des dessins. Quand j'étais petit, je me disais que les étoiles, c'était la même chose. Et on pouvait dessiner ce qu'on voulait. Et quelque part, je pense qu'on est tous des petites lucioles en souffrance. Parce que si vous discutez avec les gens, et j'ai eu la chance de visiter quasiment 70 pays dans ma vie, sans prétention aucune, mais j'ai beaucoup vu le même type de cheminement de pensée où tout le monde se dit non mais c'est super, on pense tous comme ça, mais on fait quoi concrètement? Et l'idée c'est pas du tout, moi je suis pas dans la conspiration, je suis pas dans le fait de critiquer nécessairement ce qui va pas, je suis plutôt dans l'idée de mettre en lumière ce qui fonctionne bien et de pas se dire bah c'est mon idée, c'est d'à moi, c'est machin. Non, c'est de le dire voilà, c'est une propriété publique, c'est un patrimoine de l'humanité et on le fait circuler. Et comme ça, on aide. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle, non pas bon, c'est le jeu de mots en anglais, du charity, mais du charity. SH, ça veut dire échanger, partager. Alors, partager, c'est formidable. On reste dans la cohérence holistique aussi, puisque c'est rassembler les meilleures idées. On est dans l'holistisme, on va dire, là, encore. Vous savez, c'est ce que j'ai appris notamment en Asie et notamment, bon, j'ai une société dans le textile, donc je crée des costumes de vie pour les masques de notre monde moderne, dans notre illusion d'optique quelque part. Mais quelque part, c'est pas moi qui coud personnellement, donc c'est un travail collectif en fait. Et il y a un fil conducteur à tout. C'est-à-dire que en Asie, on apprend vraiment cette notion de la force et dans Together we are stronger, parce qu'il y a une rime. Ensemble, on est plus fort. Ça sous-entend qu'il y a une part forte de force à travers le groupe. Ça, c'est très, très important. Et alors, l'individualité, l'ego est important également pour les leaders, pour l'organisation, la structure, ça c'est sûr. Oui, mais c'est important. Le simple état de fait, si vous êtes demain sur une île déserte, est-ce que vous êtes capable de recréer une table? Est-ce que vous êtes capable de recréer un couteau? Vous êtes capable de rien faire. Donc individuellement, on peut rien. C'est simple. Donc on a besoin des gens. Et enfin, je veux dire, c'est une espèce de réciprocité. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. Et c'est pas, on se prétend pas qu'on va changer le monde. Mais c'est comme l'histoire du petit colibri, au moins on aura fait notre part. Et c'est pas se laver la conscience, etc. C'est vraiment parce que justement, quand vous me posiez la question de la sélection naturelle en quelque sorte avec les thérapeutes, c'est des gens qui ont un cœur énorme. C'est des gens qui ont eu cette chance d'avoir quelque chose qui est descendu sur eux, ça s'appelle la lumière. Et ils ont autant d'amour et autant de plaisir à le transmettre aux gens. Et au-delà de Chambali, parce que c'est pas exclusif, c'est inclusif. Voilà, tout simplement, comme les anneaux des Jeux Olympiques, avec une portée tout simplement empirique, pas dans la notion d'empire, mais qui se développe, un peu comme la fleur de vie. C'est toute la symbolique de notre logo. Voilà. Alors voilà, formidable information. Vous voyez, vous faites du bien si vous adhérez à cette retraite de 10 jours à Chambali. Non seulement vous participez aussi à une œuvre caritative. C'est vraiment sans prétention. C'est Chambali, en fait, c'est un grand rêve de gosse qui justement a réussi à mettre des noms et des concepts sur quelque chose, on va dire, d'immatériel, d'intangible. Et quelque part, ça correspond un petit peu à... J'ai eu cette chance de... C'est pas trouver quelque chose, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus. Et quelque part, ce bonheur est tellement intense que quelque part, j'ai besoin d'en faire partager un maximum. Et c'est un petit peu comme la bouteille de champagne, ça se boit pas tout seul, tout simplement. Eh bien, très, très bonne parole pour terminer, en fait, pour conclure en beauté ce petit reportage sur Aurélien Millot. Voilà, j'espère que vous avez apprécié d'avoir découvert Aurélien Millot à travers des studios pour ses pratiques holistiques, globalistes, parce que pour moi, tu es un thérapeute globaliste avec toute ta team de Shimbali.com. Vous voyez, c'est très simple de s'y inscrire. Je vous invite à vous connecter et il y a un chat, comme on l'a dit, il y a un chat en direct sur lequel vous pouvez en fait poser les questions
aux heures d'ouverture normale, on va dire. Comment ça marche en fait, Aurélien? Le chat, vous vous reliez dans l'équipe pour pouvoir répondre en direct à ce Exactement. Voilà. Ouais, c'est pas un call center en Inde ou à Abidjan, c'est nous derrière. Donc c'est pour ça que ça correspond bien en effet aux zones horaires si on est en Asie, mais ça peut arriver qu'on soit en Europe ou en déplacement. Mais oui, on essaie de répondre au maximum. Voilà. Et ce sont donc les vrais praticiens que vous rencontrerez là-bas à Bali si vous décidez de faire une retraite de 10 jours. Les gens. Voilà, ce sont les vraies personnes qui sont derrière tout ça et pas un centre d'appel décentralisé. Voilà qui est dit. Je vous remercie à tous et on va finir avec le clip de Shimbali qui est merveilleux, qui est sous-titré en français. J'ai pris le temps de le faire et pour découvrir toute la philosophie, toute la beauté de Shambali. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup, Didier. This is the proper time to wake up. To wake up to reach the Holy Grail which is deep inside you. This is the proper time to find your own way, to analyze your past, to be more grounded in this now here. The present is a gift, grasp it now. This is the proper time to enjoy your journey. Happiness occurs on the road, not only at the destination. What is the sense of life? The essence of life, to redevelop your senses, to seize the delight of light of life, to feel light as a bird, to become a ray of the sun and the son of Mother Earth. Get back to your center by the triptych of your body, mind and soul, to reconnect to your higher self, to reach the unity, to resonate with the universe. This is not a state but a state of mind. There is no border or limit. This is linked to the oneness, which the center is you and the circumference is the outer world. Reproduce this feeling in every moment, guiding you to open up your horizon, knowing all roads lead to Rome and to home. We learn how to see, hear, taste, smell, and touch. Once illuminated, that harmony will hug you with strong arms and never let you go. Once you find it, even if the flame is trembling, it becomes eternal. Your new words becomes luminous, attracting it like magnets. In the light of nature, millions of fireflies are able to synchronize their light over a large space. The stars are shining for you to find your own planet, maybe without necessarily reaching the moon.